Et journée de négociation en Guyane, c'était au tour des Amérindiens d'exposer leurs revendications aujourd'hui. Une réunion à huis clos avec les envoyés spéciaux du gouvernement. Le collectif Les 500 Frères attendent encore les engagements précis sur les 400 propositions. Et la FSU toujours vent debout contre la carte scolaire. Après plusieurs blocages, le syndicat entend bien faire entendre sa voix pour abroger cette mesure. L'heure est aujourd'hui à la réflexion pour organiser la mobilisation. Le recteur, lui, campe sur ses positions. Et 17 nouvelles déchetteries devraient voir le jour à l'horizon 2022 dans notre archipel. C'est l'ambition de la région, de l'ADEME et du conseil départemental. Ils ont tenu ce matin un séminaire sur le sujet. La question écologique semble être au cœur des préoccupations de nos responsables. Et la Guadeloupe consacre de nombreux efforts pour attirer la clientèle touristique. Mais celle-ci est-elle satisfaite de notre accueil? Il semble bien que notre destination ait fait des progrès appréciables dans ce domaine. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis heureuse de vous retrouver. Leur mobilisation avait ému bon nombre de Guyanais et même au-delà des frontières de la région. Symbole d'une véritable convergence des luttes, les Amérindiens, peuple autochtone de la région Guyane, ont rencontré aujourd'hui les ministres de l'Outre-mer et de l'Intérieur. Ils ont exposé 20 propositions. Elles prévoient notamment la rétrocession de terres qui appartiennent aujourd'hui à l'État. Reportage Natacha Maltaverne, Jonathan Lariot. Ce matin, c'était au tour des représentants amérindiens et bushinengue d'être reçus en préfecture par la ministre de l'Outre-mer. Contrairement à hier, la pelouse a été désertée par la population. Quelques dizaines d'Amérindiens sont venus soutenir leurs représentants. Parce que je suis fière de ce que je suis, donc ça me va en fait. Donc je suis là pour protester avec les Amérindiens. On nous donne des paroles, mais rien n'est fait après. Donc là, aujourd'hui, on tape de la mer, donc voilà, on vient ici pour nous faire entendre. Trop longtemps, l'État français s'est foutu de notre gueule, et là, aujourd'hui, on est là pour revendiquer nos droits. Et c'est la seconde fois en un mois que les peuples autochtones détaillent leurs revendications anciennes à un ministre. Après Ségolène Royal, c'est donc Erika Barreit qui les a entendus. Il y en a une vingtaine. Les autochtones ont une nouvelle fois dit non à leur paillage, réclamé la cession de 400 000 hectares de foncier ou encore la remise aux normes de toutes les écoles de Camopi, du Haut-Maroni ainsi que l'internat de Maripasoula. On le dit, on le redit encore, les élèves à Maripasoula sont livrés à eux-mêmes. Ce sont les conseillers pédagogiques qui doivent s'occuper au niveau de la restauration, au niveau de la laverie. Donc on demande vraiment que ce problème soit réglé, qu'il y ait une véritable cantine pour les pensionnats, pour le pensionnat de Maripasoula. Et puis il y a des revendications plus politiques, comme une meilleure reconnaissance des chefs coutumiers. Lorsque les chefs coutumiers vont reprendre le pouvoir sur le Maroni, par exemple, nous avons parlé de l'orpaillage clandestin, ce qui va nous permettre de mettre en place des règlements que ni le Suriname ni le Brésil ne pourront contester. La création d'un grand conseil coutumier a été actée dans la loi sur l'égalité réelle. Maintenant, il faut le mettre en place. Il faut que la parole soit institutionnalisée. Il faut que nos autorités coutumières soient institutionnalisées pour qu'ils soient plus soumis à des spéculations politiques qui disent que oui, mais vous n'êtes pas reconnu, il n'y a pas la loi, etc. Donc il faut qu'on sorte de ce chantage politicien pour rentrer dans une démarche institutionnalisée. Comme les autres collectifs, les représentants des peuples autochtones auront une réponse écrite demain. Et oui, les ministres devraient annoncer d'ici demain les mesures retenues sur les 400 propositions du collectif Les 500 Frères. En attendant, la région Guyane est toujours mobilisée. Enfin, les manifestants sont toujours en place. Et quelle est la part de responsabilité de l'Europe dans cette crise que traverse la Guyane? Selon le président de la Commission européenne, l'Europe a négligé ce département. Une déclaration faite aujourd'hui au Forum des régions ultrapériphériques qui se tient en ce moment à Bruxelles, en Belgique. Nos représentants locaux sur place ont ainsi rappelé l'importance d'adapter les politiques européennes aux réalités de nos territoires. Reportage Éric Dupuis. C'est l'élément marquant de ces 2 jours, alors qu'aucun représentant de la Guyane n'a pu faire le déplacement. Le président de la Commission admet une faute de l'Europe envers le territoire, toujours en proie à une massive contestation sociale. En Guyane, comme ailleurs, nous avons fauté par inattention. Et la Guyane n'est pas le seul territoire ultra-périphérique à se trouver dans cette situation. Pour
Pourtant, ces bonnes intentions ne masquent pas l'aveuglement de l'Europe sur des réalités ultramarines. En guise de conclusion des débats, par exemple, le commissaire européen en charge des affaires maritimes oppose une fin de non-recevoir à la demande de financement des marins pêcheurs pour de nouveaux bateaux de pêche. C'est carrément inacceptable ce qu'il a dit, à savoir, en gros, vous avez mal géré votre ressource, tant que vous ne donnerez pas de chiffres fiables, on ne vous accompagnera pas. Ce n'est pas la réponse attendue dans des territoires qui ont de la pêche artisanale et qui ne sont pas dans une surconsommation de la ressource. C'est vraiment une réponse de technocrate. Les avancées constructives de ce forum concernent notamment les aides aux énergies renouvelables, mais il y a peu de réponses concrètes sur des revendications précises. Je crois que là, il y a eu une déception pratiquement généralisée de tout le monde. Maintenant, je suis resté jusqu'au bout pour voir les réponses, mais aussi les non-réponses. Ce qui fait que nous serons encore plus déterminés pour faire en sorte que les choses bougent à l'avenir. Le forum a posé les bases des discussions qui vont s'entamer dans les prochaines semaines et les prochains mois entre les techniciens de l'Union européenne et les techniciens des RUP. Ils auront alors à peu près 2 ans pour définir une enveloppe globale budgétaire pour les RUP qui sera utilisée entre 2020 et 2027. En Guadeloupe, la FSU est toujours vent debout contre la carte scolaire prévue pour la rentrée prochaine. Après plusieurs blocages, le syndicat entend bien faire entendre sa voix pour abroger cette mesure. L'heure est aujourd'hui à la réflexion pour tenter d'organiser une mobilisation de grande ampleur. Le recteur, lui, campe sur ses positions. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter, Patrick Curie. La FSU est en colère. Les fermetures de classes entérinées par le recteur sont loin de plaire aux représentants, même s'il évoque la baisse démographique. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui toujours avec 54 postes bloqués, réservés. On ne sait pas pourquoi. Et donc nécessairement aujourd'hui, nous sommes en train de travailler donc avec l'ensemble des comités de parents d'élèves des écoles concernées par les fermetures de classes, mobiliser et en action très rapidement pour exiger du recteur qu'il débloque les 54 fermetures, blocage de postes plutôt dans le premier degré, qui puisse permettre au second degré d'avoir les moyens. Et surtout faire de telle façon aussi que nous puissions avoir de nouveaux rythmes scolaires. Touchés, les écoles de Lorabel et du Carmel sont bloquées par les parents d'élèves. Ils s'insurgent contre la fermeture d'une classe, craignant la dégradation des conditions d'enseignement. En perdant une classe, on perd en efficacité parce qu'on se retrouvera avec des élèves plus nombreux par classe, donc plus nombreux en difficulté, parce qu'ils seront regroupés. L'inspection nous promet qu'on n'aurait pas de classe à 2 niveaux, ce qu'on a déjà actuellement. Mais selon le corps enseignant, ce n'est pas certain que ça soit possible, puisque sinon on se retrouve avec beaucoup plus d'élèves en difficulté. Pour ces parents, il est hors de question que l'on procède à la fermeture de classe. Ils restent campés sur leur position. Une rencontre est prévue mardi à 16h avec le corps enseignant pour trouver une solution. Et dans le même temps, le rectorat tente de pousser les étudiants à devenir enseignants. Les vocations sont en baisse dans l'Académie de la Guadeloupe. Ainsi, pour attirer ces jeunes et les séduire, l'École supérieure du professorat et d'éducation, l'ex-UFM, a organisé aujourd'hui une journée portes ouvertes. Reportage Linda Kayarsi. Comme chaque année, l'École supérieure du professorat et de l'éducation veut compter davantage d'enseignants dans ses rangs. Quand on parle enseignement, on a tendance à penser à celui qui va effectivement dispenser des savoirs et faire naître quelque part un goût relativement prononcé pour certaines disciplines ou pour un ensemble de disciplines. Mais il y a quand même des métiers qui sont connexes aux activités de l'enseignement. On parlera des conseillers pédagogiques, on parlera de tout ce qui peut concerner l'ingénierie de formation. L'enseignement ne se cantonne pas, entre guillemets, à avoir un professeur face à des élèves, mais il y a une équipe pédagogique et une équipe tout simplement autour. Le SPE propose une formation professionnalisante sur 2 ans, après la licence qui conduit à la délivrance du master métier de l'enseignement, puis prépare au concours. Avec le temps, les métiers de l'enseignement ont évolué, notamment avec l'utilisation des nouvelles technologies. Il ne s'agit pas de les intégrer juste pour dire qu'on les a intégrés, mais il s'agit vraiment de les intégrer avec une pédagogie qui permette quelque part de former ces jeunes à ce qu'ils deviennent demain des adultes, qui soient en mesure de concilier l'utilisation des différents outils liés au numérique avec des savoirs, des compétences et des objectifs bien affichés. Cette année, l'École supérieure du professorat et de l'éducation accueille environ 900 étudiants,
futurs professeurs des écoles ou professeurs dans différentes disciplines. Et ce matin, la région Guadeloupe, l'ADEME et le conseil départemental ont organisé un séminaire sur l'accompagnement à la création de nouvelles déchetteries. 17 déchetteries devraient voir le jour d'ici 2022 en Guadeloupe. La question écologique semble être au cœur des préoccupations de nos responsables. Reportage Isabelle Amou. Le nombre de déchetteries est insuffisant sur le département. En 2015, seulement 9 sont en service, soit 1 pour 44 000 habitants. Un appel à projet a donc été lancé pour la création de 17 nouvelles déchetteries. Lors de la prochaine plénière, nous allons voter notre plan de prévention et de gestion des déchets. Et dans ce plan, nous avons des objectifs absolument ambitieux, qui est qu'au moins 50% de nos déchets soient réduits dans les 10 années à venir. La déchetterie participe à ce phénomène de recyclage. Et aujourd'hui, nous sommes un territoire où nous n'avons que 9 déchetteries. Et donc, il nous faut une montée en puissance. Et donc, nous voulons aller vers 17 déchetteries à l'horizon de 2030 et autour de 20 à 29 10 années plus tard. Donc, en fait, tout simplement, on s'inscrit dans le cadre d'une réduction et d'un recyclage plus accru de nos déchets. L'objectif serait aussi de développer les quais de transfert des déchets sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones dites isolées, de manière à réduire les rotations routières des bennes à ordures ménagères. Les camions voiries qui collectent nos ordures, par exemple, si on prend le périmètre du CIVAD, c'est 22 000 rotations par an. Et compte tenu de la circulation des bouchons, vous voyez que c'est tout simplement pas possible de continuer ainsi. Et donc l'objectif pour nous, c'est que ces camions de collecte puissent déverser les déchets collectés dans des bennes à plus grande contenance, ce qui fait qu'il y aura moins de circulation sur nos routes et dans des camions bennes à plus grande capacité. Pas de montant global réel annoncé pour la mise en place de ces nouvelles déchetteries, mais selon un prévisionnel, il faudrait compter entre 700 et 800 000 euros pour une déchetterie. Autre événement de ce vendredi, c'est le lancement du comité territorial Action Logement. Cette nouvelle organisation devrait participer à faciliter le logement des salariés. Le détail avec Isabelle Amou et Karen Diam. Ce comité territorial Action Logement est mis en place pour trouver de nouvelles stratégies dans le déploiement des logements sociaux sur le département. Avant la réforme d'Action Logement, les décisions pouvaient se prendre ailleurs que dans le département. Aujourd'hui, on a souhaité mettre en place une structure qui parte de l'examen des besoins au plus proche des territoires et au plus proche des besoins des entreprises et de leurs salariés, de manière à pouvoir faire remonter les besoins et mettre en face les besoins de construction éventuelle de logements sociaux ou d'offres de services que nous sommes en capacité d'offrir. Cette structure s'adresse aux jeunes salariés d'entreprises confrontés à la difficulté de se loger. L'objectif est d'identifier leurs besoins et les aider à sécuriser leur loyer. Permettre également, parce que nous avons un fonds de garantie qui leur garantit les loyers maintenant, et donc en cas de difficulté, en cas de problème de la vie, on ne sait jamais, quelqu'un peut avoir un problème dans la vie et ne pas pouvoir payer son loyer, nous allons apporter une garantie pour permettre aux salariés d'entreprise d'être tranquilles au niveau du paiement de leur loyer. En 2015, Action Logement a délivré plus de 500 000 aides et attributions de logements dans l'Hexagone. Un accompagnement clé pour les jeunes salariés que la structure envisage de développer ici. Reste avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous parlerons du Congrès des écrivains avec notre invité Georges Bréda en charge de la culture à la région Guadeloupe. Et puis les touristes sont-ils satisfaits de l'accueil que nous leur réservons? Nous entendrons dans quelques minutes leurs commentaires. Mais avant, quelle sécurité pour les piétons. Hier en Martinique, un automobiliste a fauché 4 lycéens qui se trouvaient à proximité de leur établissement. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. C'est ici, avenue France Fanon, que 4 lycéens ont été fauchés par un automobiliste. Ils sont arrivés à terre par ici. Il y en avait 3, un allongé par là. Le garçon était par là et l'autre fille était par là. Alors qu'ils tentent de contourner un véhicule stationné sur le trottoir, une voiture arrivant à vive allure ne peut les éviter et les percute de plein fouet. L'accident est vraiment triste et abominable parce que je ne comprends pas comment on ne peut pas voir des piétons traverser et foncer sur eux. Mais bon, vu que les voitures, avec le manque de place, se garent sur le bas-côté, je trouve que ça aurait dû arriver aux gens un jour.
Un drame que redoutaient de nombreux piétons qui empruntent cette voie. Ils sont souvent confrontés aux voitures garées sur le trottoir ou à la vitesse excessive des conducteurs. Les gens roulent vite des fois, mais c'est vraiment les voitures mal garées mon problème. Les voitures se garent sur le trottoir et du coup on ne peut pas passer sur le trottoir, on est obligé de contourner et de se mettre sur la chaussée. Il y a souvent des voitures qui roulent un peu trop vite et c'est pas bon. Certains automobilistes la voient à demi-mot et renvoient la balle aux piétons qu'ils accusent de faire preuve d'imprudence. Mais pour éviter un autre drame, ils réclament des mesures de sécurité. À partir du moment où les voitures circulent à proximité des écoles, ça reste dangereux. Ça mérite des ralentisseurs. Parce qu'effectivement, les véhicules, ça roule très vite là. Mettre un panneau, attention enfants, et tout, etc. Il y a une école par ici, non? Ce motard, engagé pour la sécurité routière, reconnaît une cohabitation parfois difficile entre piétons et usagers de la route. Pour lui, c'est avant tout une question de comportement et de respect. Devant les établissements scolaires, comme hier, mais dans les lotissements ou dans des zones à risque, le bon sens veut que l'on adapte sa vitesse. Et c'est toujours l'éternel problème. Même si la vitesse est limitée à, il faut se dire que j'arrive dans une zone où la dangerosité est présente, il pleut, j'adapte ma vitesse et plein d'autres éléments comme ça. L'accident d'hier met en lumière les conduites à risque et le manque de civisme de certains, des attitudes dangereuses qui peuvent avoir des conséquences irréversibles. Et puis dans quelques jours s'ouvrira la 5e édition du Congrès des écrivains au Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre. Les férus de littérature et les curieux pourront rencontrer des auteurs venus de toute la Caraïbe du 5 au 9 avril. Pour nous en parler ce soir, le conseiller régional en charge de la culture est avec nous. Georges Brédan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Une conférence de presse était organisée d'ailleurs ce matin pour présenter la programmation de cette édition. Je propose d'abord de regarder avec moi le reportage de Linda Kayarsi qui a pris quelques notes. On regarde. La 5e édition du Congrès des écrivains de la Caraïbe ouvre une nouvelle ère au dialogue des écritures des créateurs de notre bassin caribéen et des Amériques continentales. C'est un événement que je ne rate jamais. Je pense que c'est vraiment une manifestation de grande envergure et j'invite vraiment toutes les familles à venir participer à ce congrès. C'est un moment magique et où on se délecte de paroles d'écrivains, de lectures, de textes poétiques et vraiment qui a une grande universalité. Le congrès deviendra également davantage un lieu d'expression spontanée de la parole vivante des écrivains. La problématique par exemple du genre, la problématique de la domination masculine, la problématique de la matrifocalité est vraiment une problématique caribéenne et que nous pouvons partager. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour dire à quel point nous nous ressemblons, à quel point nous sommes séparés par des distances géographiques et parfois par la langue, et que donc ce moment justement, c'est un moment où les langues justement ne sont plus des barrières, les langues sont au contraire un enrichissement. Cette année, hommage à Guy Tyrolien, mais aussi au chantre de la Caraïbe Derek Walcott, mort le 17 mars dernier à Sainte-Lucie. L'écrivain a été en 1992 le deuxième poète antillais à remporter le prix Nobel de la littérature après Saint John Perse. Georges Brédan, c'est un enjeu important pour l'équipe d'Harry Chalus. Elle l'a dit tout à l'heure, un événement magique, un événement important, l'un des événements les plus importants culturels, littéraires de la Guadeloupe de l'année. C'est le premier grand événement culturel, en tout cas depuis sa prise de pouvoir à la région. On imagine que l'équipe de la région est au taquet pour relever ce grand défi. Nous avons, avons-nous dit, décidé de développer une Guadeloupe de l'esprit. Et donc, à travers cette Guadeloupe de l'esprit, il faut effectivement des projets comme ceux-là, des événements comme ceux-là. Il s'agit pour nous de faire des femmes et des hommes de Guadeloupe, des citoyens éclairés, capables effectivement d'habiter les grands sujets de leur temps et de les posséder, de les relever, ces défis. Et donc, à travers un monde de questionnement, à travers un monde de système de valeurs, et tout cela, donc, c'est le Congrès des écrivains qui nous l'offre. Vous pensez bien. Alors, près d'une vingtaine d'écrivains venus de toutes les Caraïbes seront présents. Un hommage sera rendu, elle l'a dit tout à l'heure, à Guy Tyrolien, mais aussi à Derek Walcott, le samedi 8 avril. Écrivain saint-lucien, prix Nobel de littérature en 1992, décédé récemment. Quels seront les temps forts de cette manifestation ? Alors, vous avez déjà cité ces deux hommages, bien sûr, à Guy Tyrolien et Derek Walcott.
Il y aura également, je dirais donc, un zoom qui sera fait sur la littérature colombienne, puisque nous sommes en année France-Colombie et que nous avons à la région Guadeloupe apporté avec le Mémorial Act l'exposition Garcia Marquez glissant, donc le grand tremblement du monde. Donc nous sommes effectivement dans cette dynamique également colombienne. Il y aura des écrivains colombiens très présents également. Et puis nous aurons bien sûr la librairie francophone qui s'invite en Guadeloupe et qui nous permettra de faire connaître au-delà de la Caraïbe, eh bien, les plumes guadeloupéennes, les plumes martiniquaises, les plumes de la Caraïbe, donner davantage, disons, d'audience à ces différentes plumes, justement dans tous les champs de la francophonie, Belgique, Suisse, France et d'autres encore. Vous voyez, donc c'est un beau programme quand même. Il y aura également un coup de projecteur sur une exposition réservée au premier congrès des écrivains et des artistes noirs qui a eu lieu en 1956. C'était la première fois, c'était un événement historique avec Édouard Glissant, Frantz Fanon, des intellectuels noirs aux idées très divergentes d'un point de vue idéologique. Qu'est-ce que ça représente de mettre en place ce type d'exposition avec celle également des lauréats du prix du Carpé des lycéens? Tout à fait. Alors, le premier congrès de 1956, c'est un événement historique, puisque c'est la première fois que des intellectuels, artistes, écrivains noirs ont dit à la face du monde qu'ils existaient, qu'ils avaient un système de valeurs à eux propres, qu'il fallait qu'ils soient respectés et qu'ils ne voulaient plus rester dans l'arrière-cour, en quelque sorte, des arts et de la littérature mondiale. Ils l'ont fait de fort belle manière, puisque effectivement ce cri a été entendu, au-delà bien sûr de la France, hein, où il était lancé. Et il a concerné, bien sûr, les Noirs du monde. Qu'en est-il pour la nouvelle génération, celle d'aujourd'hui? On a le sentiment, comme ça, qu'elle se repose un petit peu sur les grandes voix qui ont créé l'écriture antillaise et qu'elle se détourne du genre roman, par exemple. Alors, le genre roman est encore bien vivace, il a encore de beaux jours devant lui. Et naturellement, les problématiques ne sont plus les mêmes. Les problématiques de la Caraïbe qui partagent, bien sûr, un passé douloureux, l'esclavage, la colonisation, mais d'autres thématiques encore qui existent au niveau de la Caraïbe et qui sont abordées à travers justement la fiction des écrivains de la Caraïbe. Bien, tous ces gens-là, bien, ils sont très prisés. Ils n'ont pas encore suffisamment d'audience. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, nous voulons à la fois favoriser la traduction des œuvres de la Caraïbe, puisque vous savez que nous parlons 3 langues officielles, français, anglais et espagnol, eh bien, favoriser cette traduction de nos œuvres pour qu'elles puissent circuler, ces œuvres-là, à travers la Caraïbe, mais aussi faire en sorte que nous allions au-delà. Et c'est le sens, justement, de la présence de la librairie francophone dont j'ai parlé à l'orée de mon propos. Il y a également un autre enjeu pour ce congrès, celui de parler au plus grand nombre. Comment comptez-vous attirer ceux qui ne s'intéressent pas forcément à la littérature? Alors déjà, ça se déroulera dans un lieu très central, le Mémorial Act, et non plus dans un hôtel, donc très accessible, à Pointe-à-Pitre. Par ailleurs, les auteurs iront aussi à la rencontre des scolaires, des lycéens notamment. Nous avons également fait bien sûr une promotion de la manifestation qui est telle, de telle sorte qu'elle puisse attirer même ceux qui sont simplement amoureux de littérature, sans en être que les spécialistes. Il y aura des lectures de textes également. Nous voulons justement davantage donner à entendre les textes d'écrivains de cette Caraïbe, eh bien, que de se cantonner dans des débats peut-être trop académiques et universitaires, tels qu'on a pu nous le reprocher jadis. Mais ceci, je dis bien, est aussi nécessaire, parce qu'il faut aussi conceptualiser, il faut aussi faire avancer un certain nombre de concepts. Il faut une émulation intellectuelle. Il faut une émulation intellectuelle. Donc, il faut les deux. D'ailleurs, souvent, quand on lit un livre, on dit qu'il y a souvent plusieurs niveaux de lecture. Chacun doit y trouver son compte. Merci, Georges Brédin, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que la soirée de lancement sera le 6 avril pour le Congrès des écrivains jusqu'au 9 avril. Un rendez-vous au Mémorial Act. Alors, la Guadeloupe fait des efforts pour montrer à tous et d'abord aux Guadeloupéens notre rapport à l'humanité, mais aussi elle porte une attention particulière sur la qualité de son accueil pour attirer les touristes du monde entier. Sont-ils satisfaits de notre hospitalité? On écoute leurs réponses recueillies aujourd'hui par Patrick Curie et Moïse Dexter. L'accueil en général, eh bien écoutez, c'est très bien, les gens sont vraiment très gentils et c'est de mieux en mieux parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on vient et on trouve que ça progresse énormément au niveau justement de l'accueil, du tourisme. Voilà, on se sent très très bien ici. Écoutez, très sympathique. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça fait 3 jours qu'on est arrivé et aucun problème. C'était très bien. Eh ben, je dirais pareil.
Je confirme, on est très bien accueillis, il n'y a pas de problème. Ça fait 15 jours, malheureusement, on va repartir samedi. Mais je peux rien rajouter, tout est parfait et voilà, on reviendra. Nous, on est ravis, hein. C'est la France, c'est chez nous, on est très bien. Très bon. Les gens sont très gentils, très sympathiques. Les gens, ils sont vraiment assez gentils. Ils sont un peu timides au départ et puis après, ça va. Ça va, ils sont gentils, oui. L'accueil a vachement amélioré depuis 20 ans. Voilà. Parce que je venais déjà en vacances il y a 20 ans. Et je trouve qu'il y a toujours eu un accueil, mais je pense qu'il y a peut-être... je pense qu'il y a d'un côté au niveau des métropoles qui sont peut-être assez fermés. Moi, comme je suis quelqu'un d'assez ouvert, j'ai trouvé que l'accueil était très bien. Et une bonne nouvelle pour notre archipel, et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'EFS vous donne rendez-vous demain, samedi 1er avril, et ce n'est pas une blague, au Carrefour Market de la ville de Lamentin de 8h à 12h30. Lundi, le rendez-vous sera au lycée Faustin Fleuret à Morne-à-l'Eau de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez avec nous, l'information continue dans un instant avec Eddy Planté pour Questions Directes.